Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, l'ancienne administratrice du Fonds de promotion économique condamnée à 4 ans avec sursis, Ndeye Khady Gueye devra également verser 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le délit de prise illégale d'intérêt. Par contre, elle a été relaxée pour détournement de deniers publics dans l'affaire Thionsek. C'est aujourd'hui que la justice procède à l'ouverture des scellés. Exclusion de 6 pensionnaires de l'INEPCHA de Thiès. La direction de l'Institut apporte des clarifications. Ils sont accusés d'avoir exercé de la violence sur un élève de 11 ans. À propos du mot d'ordre de débrayage du grand cadre, les enseignants sont divisés. Le SAEMS qui s'est démarqué sur le point de quitter le cadre. Le théâtre national Daniel Sorano va changer de statut. La décision est prise. Ce temple de la culture deviendra un établissement à caractère commercial et industriel. Une bonne chose selon les acteurs de la culture. L'actualité internationale. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. À Nouakchott s'ouvre ce jeudi le procès des 10 jeunes arrêtés il y a quelques jours. C'était lors d'une marche pour réclamer des réformes dans plusieurs secteurs. Ces activistes sont poursuivis pour outrage aux forces de l'ordre et rassemblement non autorisé. Au Mali, les autorités ont décidé de rétablir l'état d'urgence pour 10 jours. C'est suite aux nombreuses attaques survenues dans le pays. L'état d'urgence qui est entré en vigueur depuis 17 mois a connu quelques suspensions. Les titres sport avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Antoine. Football, première ligue anglaise, Sadio Mané dans l'équipe type de la saison. Une première pour l'international sénégalais de Liverpool, seul africain dans ce 11 issu du vote des joueurs professionnels de l'Angleterre. Cyclisme, le Tour du Sénégal démarre ce samedi. Près de 100 coureurs de 15 équipes attendues. 8 étapes sont prévues pour cette 16e édition. À suivre la chronique de Abdoulaye Ndiaye comme tous les jeudis. Dans Point de vue, nous reviendrons sur le suivi du programme de retrait des enfants de la rue. Prétexte la journée nationale du talibé. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ancienne administratrice du FPE, Fonds de promotion économique, Ndeye Khady Gueye, a été condamnée ce matin par le tribunal correctionnel à 4 ans avec sursis. Elle doit aussi verser 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le délit de prise illégale d'intérêt. En revanche, elle a été relaxée pour le délit de détournement de deniers publics. Les avocats de Ndeye Khady Gueye vont faire appel sur tout cela. Voici Maître Seydou Diagne avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous sommes satisfaits, c'est que Mme Ndeye Khady Gueye a été relaxée et blanchie par le tribunal donc pour les délits de détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment d'argent. Ces 3 infractions étaient les infractions les plus graves qui étaient reprochées à Ndeye Khady Gueye et pour un préjudice total de 3 milliards de francs CFA. Cependant, le tribunal n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique parce qu'ils ont trouvé le moyen de la condamner, la déclarer coupable pour le délit de prise illégale d'intérêt et d'allouer à l'État du Sénégal un préjudice manifestement non fondé de 500 millions de francs CFA. Naturellement, sur ce point-là, nous ferons appel. Ce sera un appel partiel pour qu'elle soit totalement blanchie. Elle n'est pas fonctionnaire, elle n'est pas agent de l'État. On ne peut pas lui reprocher un délit comme ça, par exemple, d'acheter des actions dans une société comme la BNDE, ex-fonds de promotion économique, au moment où elle était transformée en institution bancaire. C'est un dossier dans lequel notre client devait être totalement blanchi. Le tribunal l'a blanchi aux 3/4, pour ne pas dire par moitié, mais nous ferons appel devant la cour d'appel de Dakar et pour arriver à ce qu'elle soit totalement blanchie. Rappelons que Ndeye Khady Gueye avait été emprisonnée pendant 11 mois en 2012. Dans le cadre de cette affaire, l'ex-patronne du FPE, devenue BNDE, était accusée de détournement de deniers publics portant sur plus de 3 milliards de francs CFA. Affaire Thionsek, le juge a accédé à la demande d'ouverture des scellés formulée par les avocats du chanteur et s'est
prévue aujourd'hui. D'après l'un des conseils du patron du Ramadan, l'ouverture des scellés est importante dans le procès de Thionsek. Toujours selon Maître Ousmane Sey, une expertise des billets de banque n'est pas à exclure. Nous l'écoutons au téléphone d'El-Haj Daouda Diouf. M. Thionsek est poursuivi pour les délits de fabrication et de détention de faux billets de banque et en cours légal au Sénégal. Depuis son arrestation, les avocats n'ont pu voir ces billets-là parce que ces billets ont été mis sous scellé. Donc j'avais formulé une demande devant le doyen des juges d'instruction, devant le juge d'instruction du deuxième cabinet plutôt, pour l'ouverture des scellés, c'est-à-dire pour permettre aux avocats de constater de visu les billets, la nature des billets, leur montant. Est-ce que ce sont des euros, des billets CFA, des dollars? Est-ce que c'est des billets qui ont cours légal au Sénégal? Je crois que c'est une opération extrêmement importante parce qu'à l'issue de l'ouverture des scellés, on peut même faire appel à un expert pour donner son point de vue pour voir si effectivement ces billets pouvaient être circularisés au Sénégal ou non. Je crois que donc c'est une opération importante et nous saluons quand même la décision du juge d'avoir accédé à notre demande. Maintenant, il y aura forcément une suite après l'ouverture des scellés. Pour clore ce chapitre judiciaire, retenez que le procès d'Abdoul Mbaye a été reporté jusqu'au 4 mai prochain. C'est sur demande de la partie civile. L'ancien Premier ministre est poursuivi par son ex-épouse dans une affaire de faux documents administratifs et d'usage de faux. Il est 12h06. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Des élèves de l'INEFJA de Thiès ont manifesté ce matin à Dakar devant le siège de l'Assemblée nationale. C'était pour protester contre l'exclusion de 6 de leurs camarades. À Thiès, le directeur de l'école a apporté des clarifications par rapport à cette affaire. À l'INEFJA, les cours se déroulent normalement. Correspondant Cheikh Anta Diop. Nous sommes à l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, contrairement à ce qui a été annoncé par un groupe d'élèves qui observent une grève. Les cours se déroulent normalement pour la majorité des pensionnaires de cet établissement scolaire. Un des élèves confirme. Je m'appelle Ousmane Niang, élève en terminale à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Je dis clairement que nous ne sommes pas du tout en grève. Ce n'est pas du tout un problème qui concerne les élèves en tant que tel, mais qui concerne un groupe d'élèves. Ces gens-là qui sont là-bas et avec d'autres élèves qui ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe au fond. Mais nous ne sommes pas du tout en grève. Pour le directeur de l'INEFJA, Mansour Ndior, toutes les dispositions sont prises pour que les élèves travaillent dans d'excellentes conditions. Il suffit de se promener à l'INEFJA pour savoir qu'on peut tout dire sauf conditions de travail. Parce que rien que cette année, le ministre a investi plus de 300 millions ici, au niveau de l'INEFJA. En matière d'équipement, rien ne manque. Le directeur de l'école revient sur la situation actuelle liée à une affaire d'indiscipline notoire. Ce qu'il y a lieu de préciser maintenant, c'est que ce qui a amené cet événement, ce n'est rien d'autre qu'un problème disciplinaire. Il faut dire les choses telles quelles. Ce sont des élèves, en l'occurrence le président du foyer et quelques-uns de ses membres, qui ont appelé un jeune enfant du nom de Seydina Gueye, un handicapé visuel de l'INEFJA, un enfant de 11 ans, dans leur chambre qu'ils ont enfermé. Ils l'auraient ligoté et bâillonné. Les dossiers ont été rapportés à qui de droit, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, qui a pris la décision d'exclure les 6 élèves mis en cause. C'est ça l'origine. Pour l'heure, les cours se déroulent normalement et beaucoup d'élèves ont condamné ces actes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le mot d'ordre de débrayage du grand cadre impopulaire à Ziguinchor en tous les cas, les enseignants restent divisés là-dessus. Certains ont catégoriquement refusé d'abandonner les salles de classe, tout le contraire. Pour les autres, reportage Lamine Ba. Il est 10h dans la cour du CEM Malick Fall. Une partie des enseignants qui suit le mot d'ordre de grève s'apprête à quitter l'établissement. Tout à fait. Je suis en train de respecter, n'est-ce pas, le mot d'ordre, n'est-ce pas, du grand cadre. Issa Khandiaï, le point focal de la section du grand cadre dans cet établissement, est satisfait du respect du mot d'ordre de grève par ses collègues. Mais bien sûr, il y a les sympathisants, n'est-ce pas, du grand cadre qui sont ici à Malick Fall et qui sont en train certainement, n'est-ce pas, de respecter le mot d'ordre de grève. Pour lui, le grand cadre déclenche la grève au temps opportun car l'attente a assez duré. On a assez patienté. Si on patiente, si on donne, n'est-ce pas, assez de temps à l'État pour qu'il réagisse et que jusqu'à présent, n'est-ce pas, il est en train, n'est-ce pas, de faire un tout petit peu, n'est-ce pas, entre guillemets, des efforts. Mais nous également, nous enseignants, nous ne pouvons pas continuer, n'est-ce pas, à croiser les bras.
ça. Mais dans ce collège, le mot d'ordre de grève lancé par le grand cadre dirigé par Oumar Wali Zoumarou ne fait pas l'unanimité. Abdoulaye Kanouté, bien que membre de l'intersyndicale, a refusé de respecter le mot d'ordre de grève. Il a sa raison. Non, moi j'en fais pas partie. Les enseignants, bien vrai qu'ils suivent les grèves, mais ils ne sont pas protégés par le syndicat. Alors que chaque mois, nous observons des coupures, donc des check-offs, et que par contre, quand il y a problème, l'enseignant est laissé pour compte. Le professeur de collège qu'il est dit qu'il préfère travailler plutôt que de respecter des mots d'ordre de grève qui se soldent par des ponctions sur son salaire. Bien sûr, à deux reprises. Et jusqu'à présent, on n'est pas encore entré dans nos fonds. Les enseignants de Ziguinchor sont bien au fait du mot d'ordre de grève à l'appel du grand cadre, mais ils sont très divisés sur son opportunité et sa pertinence. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le SAEM s'est démarqué de ce mot d'ordre du grand cadre tendance Oumar Wali Zoumarou. Ce syndicat est d'ailleurs sur le point de quitter le grand cadre pour mettre sur pied un autre cadre qui va regrouper les organisations du moyen secondaire. Le secrétaire général du SAEM, Saourou Sen, est interrogé par El Hadj Ndiogoudien. Nous avions tenu une commission administrative le 7 avril 2017. À l'issue de cette commission administrative, le mot d'ordre était clair à notre niveau, c'est de s'engager à aller gagner les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation. C'est pour le moment la forte préoccupation de notre organisation syndicale. Maintenant, en ce qui concerne ce mot d'ordre qui est lancé, je voudrais préciser que ce mot d'ordre-là n'engage pas le SAEM. Pour la bonne et simple raison, d'abord que nous ne lançons pas des mots d'ordre de grève de cette façon-là. Si nous devions aller en grève, naturellement, nous partagerons au préalable avec l'ensemble de nos bases et c'est à la base d'indiquer à la direction nationale la conduite à tenir. Ce mot d'ordre ne nous engage pas. Maintenant, de retour naturellement à Dakar, le SAEMS va tenir un point de presse dans lequel il partagera avec l'opinion, mais tout le bilan de notre tournée, mais profiter de l'occasion aussi pour clarifier désormais et une fois pour toutes notre position dans ce grand cadre-là. Est-ce à dire que votre syndicat, le SAEMS QSEMS, envisage de quitter le grand cadre? Je dis que en tout cas, nous avons naturellement reçu des instructions de notre congrès, mais d'aller dans le sens de créer une grande organisation, peut-être une intersyndicale, dans le cadre du moyen secondaire. Parce que nous pensons qu'il va falloir recréer les conditions d'une meilleure prise en charge des préoccupations des enseignants du moyen secondaire. 12h11. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. À présent, le point sur le programme retrait des enfants de la rue en ce jour où est célébrée la journée nationale du talibé. L'on constate que beaucoup d'enfants talibés continuent de traîner dans les rues de Dakar, ce qui fait dire aux populations que rien n'a presque changé. Un reportage d'Adama Anouchkaba. À Grand Dakar, les talibés se constituent souvent en groupe pour demander l'aumône. Tantôt, ils se ruent vers les voitures, tantôt, ils jouent à se bagarrer. Il suffit de les approcher pour leur parler, qu'ils partent en courant, pensant que c'est la police. D'autres prétextent ne pas comprendre Wolof juste pour échapper à l'interrogation. Un seul d'entre eux, Ismaël, 12 ans, a accepté de parler. Les talibés sont nombreux dans les rues de Grand Dakar, chose que Abdoulaye Menuisier déplore. Laisser des enfants traîner comme ça, ce n'est pas bien. Moi j'ai fait les daras, mais pas de cette façon. On ne leur apprend qu'à chercher de l'argent et c'est dommage. Tous ces enfants ont quitté leur dara très tôt ce matin pour sillonner les rues de Dakar. Babacar, vendeur de café, est lui plus préoccupé par les dérives et dangers qui les guettent au quotidien. Ce n'est pas normal qu'ils soient aussi nombreux à Dakar. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux deviennent des bandits. Gardons nos enfants dans nos maisons et éduquons-les nous-mêmes. Anta, qui habite le quartier, pointe un doigt accusateur sur les marabouts. Les marabouts ne voudront jamais laisser partir les talibés. Ils leur imposent une somme quotidienne et ne leur apprennent pas grand-chose. Dans le cadre de l'opération de retrait des enfants de la rue, il y a quelques mois, des centaines de talibés sont retournés dans leurs régions ou pays respectifs. Parmi ceux qui sont encore là, il y en a qui veulent rentrer mais ne savent pas quand ni comment.
Adama Anouchkaba, le ndigal du Khalif général des Mourides, est bien suivi à Bambey après que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a recommandé des prières dans les mosquées. Les talibés Mourides n'ont pas perdu du temps pour le faire. Notre correspondance à Bambey a fait le constat sur place, Babacar Diouf. Devant sa boulangerie habillée d'un boubou multicolore de type Baïfal, un exemplaire du Coran entre les mains, Abdou Khadir Gueye semble implorer le bon Dieu, son exercice, lire le Coran, comme l'y invite le Khalif général des Mourides. Je suis à Bambey, à la boulangerie. Je lis le Coran et les khassaïs juste pour exécuter l'appel du Khalif. Le mieux c'était de me rendre à la mosquée, mais avec mon travail, je ne peux pas me rendre à ces lieux. Je suis boulanger et je dois encaisser les résultats des ventes. C'est pourquoi je suis resté ici. Autre lieu, autre décor, la mosquée Serigne Mohamedou Mourtada Mbacké. Ici, enseignants à l'école et disciples lisent le Coran. À 10 heures déjà, 6 exemplaires du livre saint ont été parcourus. Lorsque nous avons été informés de l'appel du Khalif, nous avons demandé aux élèves de l'école de sortir pour lire le Coran. De 9h à maintenant, nous en avons lu 6 exemplaires. Nous avons lu 6 exemplaires. Et ce sont des élèves distingués qui l'ont fait. C'est donc dire que l'invite du Khalif général des Mourides a été respecté. Et même ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre au lieu de culte s'y donnent à leur manière. Bambey, RFM, Babacar Diouf. RFM Midi. RFM Midi. Un nouveau statut pour le théâtre national. Daniel Sorano, le président de la République, a décidé hier en Conseil des ministres d'abroger la loi de 96 qui portait création de cette compagnie nationale. Sorano va donc devenir un établissement à caractère commercial et industriel, un renouveau promoteur. Anna Rocha. Sorano renaît de ses cendres, un nouveau statut pour un nouvel avenir. La compagnie nationale du théâtre Daniel Sorano passe d'établissement public à caractère administratif à établissement commercial et industriel. Les explications de Alioune Badara Bey, président du conseil d'administration du théâtre Sorano. Là, la société peut prendre beaucoup d'initiatives dans le domaine de la commercialisation pour vendre des spectacles. Dans l'autorisation, c'est pas une privatisation de Sorano, non, mais c'est donner à Sorano beaucoup plus de liberté d'action, beaucoup plus de liberté dans le choix de sa politique de commercialisation et d'industrialisation. Décision salutaire, c'est la réaction du comédien Lamine Ndiaye. Depuis le temps que les acteurs du théâtre attendaient une telle mesure. Ça favorise un tout petit peu le statut des comédiens. Au moins, il y aura un changement, en tout cas, sur les décisions pour que Sorano puisse travailler comme il le faut et libérer même Sorano sur certains problèmes. Longtemps aussi, Sorano a souffert de la concurrence. Avec plus de liberté, les dirigeants de cette compagnie théâtrale doivent maintenant faire preuve de créativité, selon Lamine Ndiaye. Oui, c'est à eux maintenant de trouver et de réfléchir sur des voies et moyens pour quand même vivre mieux. Le problème de Sorano, c'est son statut, quoi. L'actuel PCA du théâtre Sorano est en phase avec cet état d'esprit. Le premier défi aujourd'hui est de chercher à rentabiliser la société. Ça devient une nouvelle politique beaucoup plus agressive dans le domaine des recherches de marché, dans le domaine des contrats, sur le plan national comme sur le plan international. Jusqu'ici, Sorano a survécu grâce aux subventions de l'État. 400 millions de francs CFA par an. Mais il faut plus, beaucoup plus, pour que la compagnie nationale redevienne l'ambassadeur de la culture sénégalaise. En plus bref, plus d'une dizaine de pirogues de pêcheurs guet-ndariens sont arraisonnés depuis le début du mois d'avril par les gardes-côtes mauritaniens en territoire sénégalais, ce que l'on dénonce à Saint-Louis. C'est pourquoi les pêcheurs guet-ndariens continuent d'exiger la présence de la marine sénégalaise. Ils ont par ailleurs déploré le fait que des quantités de produits halieutiques jugés importantes entrent frauduleusement au Sénégal en provenance de la Mauritanie. Vous entendrez Djibi Gueye lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. Mauritanie, ouverture aujourd'hui du procès des 10 activistes arrêtés en début de semaine. Ils sont jugés devant la cour correctionnelle de Nouakchott. Sur place, on note une forte mobilisation des jeunes et surtout des élèves. Les personnes arrêtées, dont 2 femmes, sont poursuivies pour outrage aux forces de l'ordre et rassemblement non autorisé. Le coordinateur de la marche, Khalid Diallo, nie toutes ces accusations. Le voici au micro de Mohamed Diop. Aujourd'hui, nous avons 10
10 personnes qui sont détenues. Et il est important de préciser une chose. Parmi ces 10, il y en a qui n'ont même pas participé à la marche, que la police a arrêté devant leur propre domicile pour les embarquer et faire un rapport de dépôt pour dire qu'ils ont fait de la violence contre la police. Je dégage toutes les responsabilités des violences sur les forces de l'ordre. Il faut que ça soit très clair. C'est qu'aujourd'hui, dans ce pays qu'on appelle la République islamique de Mauritanie, il y a un président de la République qui s'appelle Mohamed Ould Abdel Aziz, qui s'est assis dans une conférence de presse et qui a dit que c'est lui qui décide de tout ce qui se fait en Mauritanie. C'est lui qui règle tous les problèmes. Puisque c'est le président qui règle tous les problèmes, nous, jeunes Mauritaniens, qui constituons 70% encore une fois de ce pays-là, nous voulons parler au président de la République sans aucun intermédiaire. Des jeunes issus de différentes communautés du pays étaient descendus dans la rue dimanche dernier pour réclamer la réforme du système d'état civil, de la santé et de l'éducation. Ils demandent également des opportunités d'emploi et l'égalité des chances. Et Antoine, notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, nous informe que le parquet a requis entre 2 et 5 ans de prison ferme contre les 10 jeunes. Au Mali, le gouvernement a décidé de remettre l'état d'urgence. La décision a pris effet hier nuit et elle est valable pour 10 jours. L'état d'urgence qui est entré en vigueur depuis près d'1 an et demi avait été interrompu momentanément. Les récentes attaques terroristes ont amené les autorités à rétablir la mesure. Daoud Diouf. Cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises au Mali, et cela depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015 et en fait 20 morts. L'état d'urgence décrété par les autorités étatiques maliennes a connu de rares interruptions depuis près de 17 mois. Aujourd'hui, cette mesure de sécurité qui est entrée en vigueur depuis hier sera appliquée pour 10 jours sur toute l'étendue du territoire malien. L'état d'urgence accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité et restreint les rassemblements. Il faut préciser que l'établissement de l'état d'urgence au Mali a été annoncé au lendemain d'une nouvelle attaque menée par un groupe terroriste à Gourmara-Rousse, faisant 5 militaires maliens tués et une dizaine de blessés. Daouda Diouf. Burkina Faso, à une semaine du procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement, le CDP se fait entendre. Le CDP, c'est le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré. Selon le premier vice-président, il s'agit d'un règlement de compte politique. Achille Tapsoba, par ailleurs président par intérim, ajoute que le dernier gouvernement de Compaoré était dans son droit. Celui-ci est poursuivi pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ce soulèvement qui a d'ailleurs conduit à la chute du précédent régime. Burkina Faso, toujours perturbation en vue au sein de l'administration. Ce sont les agents du Trésor qui ont décidé d'observer une grève du 24 au 26 avril prochain dans tout le pays. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Selon le secrétaire général du syndicat autonome des agents du Trésor, la grève sera élargie aux consulats et ambassades du Burkina à l'étranger pour exiger une satisfaction de la plateforme revendicative minimale. Sornanata, l'armée ougandaise a décidé de se retirer de la Centrafrique. Depuis 2009, Antoine, l'Ouganda avait déployé des troupes en Centrafrique pour lutter contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, un groupe rebelle. D'après le porte-parole de l'armée, la LRA a été suffisamment affaiblie, ce qui explique le départ progressif des militaires, même si le chef Joseph Kony reste introuvable. Merci Sornanata Mbaye pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au menu de Point de vue aujourd'hui, le programme de retrait des enfants de la rue prétexte la journée nationale du talibé. Débat aux alentours de 12h30, c'est dans quelques minutes. Donc. RFM Sport. En ouverture de cette page des sports, Youssouf Bodian, le football avec Sadio Mané, qui est dans le 11 type de la saison en Angleterre. L'international sénégalais est le seul Africain qui figure sur cette liste élaborée grâce au vote des joueurs professionnels en Angleterre. Une consolation de taille pour l'attaquant sénégalais qui sera absent le reste de la saison. Détail avec Anna Rocha. C'est la consécration d'une première saison de feu réalisée par l'attaquant international sénégalais à Liverpool. Pour sa première saison avec les Reds, Sadio Mané a battu son record de buts depuis
depuis son arrivée en Première Ligue. 13 buts et 6 passes décisives en 27 matchs pour le joueur formé à Génération Foot. L'ailier de 25 ans occupe l'aile gauche de l'équipe type des meilleurs joueurs de la saison en Première Ligue. Une reconnaissance pour l'international sénégalais, seul joueur africain qui figure dans le classement du top 11 de la Première Ligue cette saison. Sadio Mané y côtoie Eden Hazard et N'Golo Kanté de Chelsea. Lukaku, actuel meilleur buteur de la Première Ligue. L'équipe type de la saison a été établie par l'Association des footballeurs professionnels. Blessé au genou le 1er avril dernier, l'ancien Messin ne jouera plus cette saison. Mais Sadio Mané pourra s'illustrer davantage avec l'équipe nationale du Sénégal. Des performances qui pourraient le rapprocher du Ballon d'Or africain. En 2015-2016, l'enfant de Bambali avait terminé sur la 3e marche du podium derrière Aubameyang et Riyad Mahrez. Anna Rocha, l'équipe type de la Première Ligue cette saison donc est composée comme suit dans les buts: De Gea de Manchester United, en défense centrale David Luiz et Gary Cahill de Chelsea, Walcott et Danny Rose de Tottenham sur le flanc de la défense. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté de Chelsea, Dele Alli de Tottenham, ailier Sadio Mané à gauche, Eden Hazard à droite, en pointe Romelu Lukaku de Everton et Harry Kane de Tottenham. On note donc l'absence dans ce 11 type des joueurs de Manchester City et de Arsenal. Europa League, les quarts de finale, on les joue ce soir. Les quarts de finale retour qui vont opposer à 19h05 Manchester United à Anderlecht de Karambodj, qui doit confirmer après la belle prestation à l'aller, une prestation qui lui a valu une place dans l'équipe type UEFA. Du côté des Mancuniens, Rooney de retour de blessure dans le groupe de Mourinho à l'aller, 1 partout. Les autres affiches des quarts de finale retour de l'Europa League: Besiktas Lyon, c'est à 19h05, Schalke 04 Ajax Amsterdam, 2-0 pour les Néerlandais à l'aller, Racing Genk Celta Vigo, 3-2 pour les Espagnols. On rappelle que lors du match aller, Lyon avait gagné donc par 2-1. Le cyclisme Youssouf, le Tour international du Sénégal, démarre samedi. Le coup d'envoi sera donné à la zone industrielle à Yarar. Seront sur la ligne de départ près de 100 coureurs de 15 équipes. Pour cette année, 8 étapes sont prévues selon le directeur du Tour du Sénégal, Michel Choub, que je vous propose de suivre. Les coureurs sont en train de débarquer depuis avant-hier et aujourd'hui on reçoit la plus grande partie des équipes quand même. Tout le monde arrive, à part que demain il y aura quelques équipes qui vont arriver parce qu'ils sont dans d'autres tours dans le monde. Les coureurs vont arriver un peu éparpillés, donc ce qui rend quand même l'accueil très difficile. Bon, nous avons 15 équipes, environ presque une centaine, ça va varier entre 94 et 96 coureurs. Bon, parce qu'il y a le Burkina malheureusement qui vient de désister au dernier moment, ils ont quelques difficultés. Bon, donc c'est une très grande participation. Aujourd'hui on a les Guadeloupéens qu'on doit aller prendre, on a les Allemands, on a les Anglais. Bon, sur le plan de la participation, je pense que c'est une participation record. Combien d'étapes prévues? Il y en a 8. 8, on a augmenté d'une étape par rapport à l'année passée. Donc chaque année, on va augmenter un peu jusqu'à reprendre notre allure de croisière quand on était à 12 étapes pour pouvoir toucher l'est du Sénégal, toucher le sud aussi tel que la Casamance et tout ça, quoi. Donc on va y aller petit à petit. Donc le jour qu'on aura un budget beaucoup plus conséquent, je pense qu'on va toucher le restant par exemple des autres régions du Sénégal. Justement, concernant le budget, où en êtes-vous? Bon, c'est toujours compliqué, je ne veux même plus en parler parce que les gens vont dire que Michel Choub c'est un grand gueulard. Bon, c'est normal que je gueule beaucoup pour avoir ce budget parce que c'est difficile. Je me plains pas, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, notre rôle en tant qu'organisateur, ce qu'il faut, c'est d'essayer de trouver la solution, quoi. Je ne saurais terminer sans remercier le ministre des Sports, Matarba, qui nous épaule vraiment assez bien. Donc je pense que ça va aller, quoi. Michel Choub est le directeur du Tour cycliste international du Sénégal, prévu du 22 au 29 avril pour cette 16e édition. Les coureurs vont parcourir 4 régions, Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack, soit 1082 km. Antoine, du vélo, ça te dit? Sans doute, je vois déjà pédaler en studio. Merci Youssouf pour cette page de sport. Ou bien ça reste? C'est fini. C'est fini, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye. En effet, il aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas retenu notre attention, nous inspirant de fait quelques éléments de réflexion. C'est le chiffre indicatif de 19% de jeunes frères émoulus sans emploi sortis de nos structures de formation supérieure. L'on peut même dire qu'ils n'ont fait que se signaler dans une masse de près de 200 000 garçons et filles qui arrivent chaque année sur le marché national de l'emploi. Mais ces chiffres, fruits d'une étude des services de la statistique, ne peuvent manquer d'interpeller les politiques. D'autant plus que nous sommes au regret de constater
le silence assourdissant dans lequel il s'emmure quand il s'agit d'évoquer les urgences sociales comme l'emploi des jeunes ou même la réduction du taux de pauvreté qui concerne près de 47% de nos compatriotes selon les dernières estimations de la Banque mondiale. Pas plus qu'on ne les entend, ces politiques, bâtir des réflexions autour des relances de l'économie avec arguments et chiffres à l'appui ou simplement disserter sur sa compétitivité, c'est le moyen justement de créer de l'emploi. Sans tomber dans l'énumération fastidieuse, on peut ajouter à la longue liste de ces grands sujets occultés celui relatif aux entreprises et notamment les petites et moyennes, représentant 90% du secteur et qui portent à elles seules l'essentiel de l'offre d'emploi. Mais in fine, l'impression qui se dégage en ces périodes de forte agitation, c'est un discours politique peu préoccupé par les questions vitales qui déterminent la vie de nos populations. C'est même un discours qui semble faire le choix de se tourner vers les jeux de propos ou de combinationnés qui affectent sa crédibilité en même temps qu'ils font douter de la qualité des élites qui les entretiennent. Et pourtant, bien avant nous, certains ont reconnu qu'à l'origine de tout engagement politique devait se trouver une forte conviction individuelle chevillée au seul souci de la défense de l'intérêt général. Celui-là même qui traduit une action publique au service de ses concitoyens et qui, pour paraphraser Jean Jaurès, permet d'atteindre l'idéal pour eux en passant par le réel. L'on comprend que devant une telle conception de la pratique politique, le débat sur la lancinante question de l'emploi de nos jeunes ne devait pas être éludé. Surtout qu'il ne le serait qu'au profit de confrontations politiciennes marquées par le superficiel et l'inutile, reflet d'une médiocrité que certains acteurs, compte tenu de leur niveau de perception, n'hésiteront pas à présenter, à tort d'ailleurs, comme du politiquement correct. Alors, à quelques mois d'une élection législative, souhaitons que l'histoire ne nous donne point raison et que passés les messies et autres hommes providentiels exhumés pour embaumer l'ambiance et l'air du temps, que prédominent discours ou programmes solutions aux attentes des couches vulnérables de ce pays. Nous serons en face d'une rupture d'avec les déclarations intempestives, les petites phrases assassines, l'esprit simplificateur et le sens commun auquel on nous a souvent habitués et qui sont un défi à notre intelligence collective. La presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Du palais de justice au palais de la République, les avocats de Khalifa Sall ont franchi le pas. Sud Quotidien révèle que les conseils du maire de Dakar ont saisi le chef de l'État sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui a valu à leurs clients la prison. Selon Sud, les avocats de Khalifa Sall ont adressé au président Sall une lettre pour demander le retrait de la constitution de partie civile de l'État. Ils veulent aussi que Macky Sall mette un terme aux attaques de membres de son gouvernement qui, à leur avis, violent la présomption d'innocence de leurs clients. Khalifa Sall, dont un de ses proches serait dans le viseur de la justice. Moussatine peut bien se préparer. Direct Info affirme qu'il sera bientôt convoqué. Et c'est sa gestion de l'entente qu'à Dakar qui est incriminée. C'est ce que retient en tous les cas Direct Info. Mon confrère soupçonne une grande offensive de neutralisation des adversaires potentiels. À Dakar, c'est Amadouba et Abdoulaye Diouf Sarr qui se neutralisent. L'enjeu du combat, la tête de liste départementale aux prochaines législatives. L'Observateur parle d'une guerre capitale. En référence à la capitale Dakar, bien sûr. L'Obs a loué les services de spécialistes de la communication pour juger les deux responsables de l'APR. Ces analystes politiques s'accordent sur le fait que Diouf Sarr a plus de poids politique, même si Amadouba pourrait être un atout. Un autre combat, un mortal combat en vue, Wade Maki, si l'on se fie à la Tribune, qui se fonde sur le retour prochain de Abdoulaye Wade. Selon mon confrère, ce retour risque de gripper la machine lancée par le président Sall pour réduire l'opposition à sa plus simple expression. Seulement pour la Tribune, Wade va profiter de sa venue pour redynamiser son écurie, fédérer l'opposition avant d'aller solder ses comptes avec le patron de l'APR. Mais Wade pourra-t-il compter sur le secrétaire général de la fédération PDS de Touba? Dans une interview accordée à Vox Populi, Serigne Fallou Mbacké déclare que Wade appartient au passé et n'a plus d'ambition pour ce pays. Et son avis sur la vie du Parti démocratique sénégalais, Serigne Fallou Mbacké soutient qu'un parti ne se gère pas depuis l'étranger. Ici au Sénégal, la presse peut
affiché le sourire et pour cause, l'AS annonce la levée du blocage de l'aide à la presse. Cela grâce à l'intervention du chef de l'État. Selon l'AS, des instructions ont été données au ministre Mbagnick Ndiaye de faire signer le chèque qui devrait être disponible en début de semaine prochaine. À la une de Enquête, les chiffres de la criminalité au Sénégal. En 2016, la gendarmerie a enregistré 6007 délits et arrêté 8142 personnes. Il est aussi fait état de plus de 4 tonnes de chanvre indien saisis, 4003 animaux volés et 2097 retrouvés. C'est hier que la gendarmerie nationale a livré ces chiffres. Enquête constate une baisse de la criminalité. C'est ce qu'a noté aussi le journal Le Quotidien qui traite du même sujet. Selon Le Quotidien, les chiffres affichés par la gendarmerie montrent qu'il y a une baisse concernant la délinquance, les saisies de chanvre indien et le vol de bétail. Intéressons-nous à présent au rapport Pulse de la Banque mondiale, un rapport semestriel qui analyse l'état des économies africaines. Le Soleil informe que le Sénégal fait partie des 7 pays d'Afrique subsaharienne à économie résiliente. Le Soleil qui rapporte les propos de Julio Ricardo, économiste principal de la Banque mondiale, sur le niveau d'endettement du Sénégal. Il est soutenable. Selon Julio Ricardo, la dette du Sénégal ne présente pas de risque. Cette enquête à lire dans l'Observateur, le drame des enfants abandonnés, sans papa ni maman. L'Obs est allé à la rencontre de ceux-là qui sont à la quête d'identité. Enfants, ces adultes abandonnés dans des endroits aussi ingrats qu'incertains et recueillis dans des centres spécialisés. Retour vers une quête d'identité à lire aux pages 10 et 11 de l'Observateur. Sport pour terminer, Issiardia se confie au journal Stade. 5 ans que Issiar n'a pas joué avec les Lions, mais il veut toujours porter le maillot national. D'ailleurs, Issiardia dit rêver de jouer la Coupe du Monde 2018. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le programme de retrait des enfants de la rue. Le prétexte, c'est la journée nationale du talibé. Et vous avez la parole. Nous avons 2 intervenants. Nyokhobaye Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la protection de l'enfant. Il y a également Bamba Ndiaye. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ancien ministre des Affaires religieuses sous le régime du président Abdoulaye Wade. D'abord, Nyokhobaye Diouf, on fait le point avec vous. Quelle est la situation à ce jour pour ce qui est du retrait des enfants de la rue? Bon, depuis le lancement de la mesure par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons sans cesse mené ces opérations sur le terrain avec l'appui de la brigade spéciale des mineurs. Nous avions à ce jour procédé à 66 opérations de terrain qui sont soldées par un retrait de 1547 enfants. Plus tard que ce matin, nous avons fait un retour de 21 enfants en Guinée-Bissau. Nous avons également accompagné plusieurs familles, dont 60 que nous avons enrôlés dans le programme de bourse de sécurité familiale. Oui. Et 15 arrêts qui ont reçu pendant 6 mois des vivres et denrées, dépenses, et à l'issue desquels nous avons donné chacun un micro-projet de 500 000 francs. Oui. Nous avons élaboré aujourd'hui un projet d'éradication de la mendicité dans la région de Dakar, au montant de 2 692. Mais nous souffrons de financement de ce projet. Oui. Vraiment mettre fin à l'exploitation de ces enfants dans la région de Dakar. Très bien. L'opération a duré quelques mois. Elle est en train de se dérouler. Vous en êtes à 1547 enfants retirés de la rue. Ce n'est pas minime par rapport au nombre important d'enfants talibés qu'on a à Dakar et dans les autres régions. Mais tout à fait. Seulement, bon, c'est un chiffre aujourd'hui qui, sans compter toutes les autres catégories d'enfants et aussi les autres talibés qui sont aujourd'hui dans les dards ou qui sont rentrés dans leur localité. Il faut dire que l'opération a été dissuasive et qui a permis aujourd'hui une embellie dans certaines quand même localités de la capitale. Maintenant, je pense que de manière résolue, comme je l'ai dit, nous avons un souci de financement pour mettre à l'échelle ce plan de retrait des enfants de la rue. Oui. Nous avons développé des supports de communication, la sensibilisation, mais tout cela, ça coûte extrêmement cher. Je pense que c'est à l'issue même du financement, l'obtention de financement, que nous parviendrons de manière résolue à vaincre le phénomène. Oui, quand vous regardez encore ces enfants circuler dans la capitale, quelque part, vous ne vous dites pas, écoutez, il y a difficulté, comment régler ce problème réellement?
Non, nous le considérons comme des défis parce qu'aujourd'hui, nous sommes en atelier avec l'initiative d'une ONG qui est nommée Global Society Initiative, qui s'est donné comme objectif d'éradiquer la mendicité d'ici le Magal de Touba, dans la ville de Touba. Donc, ils ont déjà impliqué la Ligue des associations des maires coraniques et la Fédération. Et ce sont ces mêmes acteurs qui sont portés volontaires pour éradiquer la mendicité dans la ville de Touba d'ici la date limite de Touba, pour dire que c'est une ambition qui est possible et réalisable. Donc nous sommes en train de partager aujourd'hui l'expérience avec les autres acteurs ici au WAC. Et c'est à l'issue de cela que nous allons développer également d'autres initiatives en partageant les expériences de Touba. Oui. Pour mettre à l'échelle ces initiatives et peut-être l'élargir aux autres régions du Sénégal. Très bien, merci. Ibrahima Diouf, plutôt directeur de la protection de l'enfant. On écoute maintenant Bamba Ndiaye sur ce problème, le problème du retrait des enfants de la rue. Alors, comment vous voyez ce qui est en train d'être fait jusque-là, depuis le début des opérations? Oui, Bamba Ndiaye? Voilà, on retrouve Bamba Ndiaye. Monsieur le ministre, comment jugez-vous ce qui est en train d'être fait par rapport à l'opération de retrait des enfants de la rue? Mais Antoine, ma position n'a pas varié. Il serait souhaitable que vous mettiez ce que je disais il y a quelques mois ou un an de cela, c'est-à-dire juste au début de l'opération. Je disais que l'opération ne me paraissait pas sérieuse parce que les mesures préalables qu'il fallait prendre ne l'ont pas été. J'avais dit que l'État, de la façon dont l'opération avait été menée, n'avait pas les moyens de sa politique. Il fallait impliquer les acteurs principaux. Aujourd'hui, M. Diouf vient de confirmer ce que je disais. Oui, problème de moyens, d'argent, oui. D'abord, de part de moyens. Maintenant, ils ont un truc, je ne sais pas, une demande de financement de 2 milliards et quelques. Ils n'ont pas encore les moyens, ça je l'avais bien dit, et je le savais. Ensuite, il dit qu'il y a une ONG qui prend maintenant l'opération concernant la ville de Touba, mais en impliquant la Ligue des maîtres coraniques et la Fédération des associations des écoles coraniques. Je n'avais pas dit plus que ça. Et qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez dire que l'opération va être un échec, le programme? Mais elle l'a déjà été. Vous l'avez vu, lui avez vous-même posé une question. C'est-à-dire le programme a été déclenché à la suite d'une étude qui montrait qu'il y avait 35 000 enfants qui circulent quotidiennement dans Dakar, des mendiants. Alors aujourd'hui, après presque un an d'opération, ils en sont à 1500 enfants. Alors donc vous-même, vous vous rendez compte que c'est une opération presque nulle. Très bien. Il n'y a pas de moyen de remettre les choses au point? Mais si, je l'avais bien dit, c'est-à-dire une telle opération, il faut faire quand même une étude au préalable. On ne se lève pas un beau jour, on dit qu'on va enlever les enfants mendiants. Il faut étudier la question, le phénomène, du point de vue sociologique, du point de vue même pédagogique, pourquoi pas. Bref, de tous les points de vue, parce que tous les enfants qui circulent, qui sont des mendiants, ne sont pas des talibés, cela est clair. D'ailleurs, leurs opérations ont démontré cela. Oui. La plupart des enfants, ou beaucoup d'entre eux, en tout cas, ne sont pas des Sénégalais. Tout cela, ce sont des questions à dissocier pour connaître véritablement le phénomène et voir comment il faudrait le régler. Très bien. Mais cela n'a pas été fait. Donc, c'est cette réflexion au préalable, cette implication des acteurs principaux qui n'ont pas été faits, et c'est ça qui a donné l'échec de ce programme. Sont en train de vivre. Merci Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses. C'est fini pour Au point de vue, le rappel des titres. L'ancienne administratrice du FPE a été condamnée à 4 ans avec sursis. Ndeye Khady Gueye devra également verser 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans l'affaire Tiontek. C'est aujourd'hui que la justice procède à l'ouverture des scellés. Exclusion de 6 pensionnaires de l'INEFJA de Thiès. La direction de l'Institut apporte des clarifications. Ils sont accusés d'avoir exercé de la violence sur un élève de 11 ans.
Et puis le Théâtre National Daniel Sorano va changer de statut. La décision est prise. Ce temple de la culture deviendra un établissement à caractère commercial et industriel. Une bonne chose sont les acteurs de la culture. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf à la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. 13h, vous avez rendez-vous avec Sokhna Ngoné Ngom. À 15h30, le ministre du Travail, Mansour Sy, est l'invité de Yonwi avec El Hadj Hassan Gueye. Ne ratez pas ce rendez-vous. Excellent après-midi à toutes et à tous. Tout de suite, Dialgati Kibar.